Mesdames et messieurs, bonjour, Ramadan Moubarak, Karem Moubarak aussi. Bienvenue dans votre émission L'Air du Temps, votre émission dominicale qui revient sur les sujets phares de l'actualité de la semaine. La décision de la Cour de justice de la CEDEAO sur l'arrêté Ousmane Gom, le parrainage, les élections législatives qui approchent, le signal qui ne passe plus entre le CNRA et des médias, mais également le discours à la nation attendu ce soir, discours prononcé par le président de la République. Deux invités dans ce studio, comme d'habitude. Mamoudou Sarr, bonjour. Bonjour, Papa Aline. Vous êtes journaliste, grand reporter au journal L'Info et directeur de publication du site toutinfo.net. Avec nous, Mamoudou Sy Albert, bonjour. Bonjour, Papa. Vous êtes journaliste et analyste politique. L'air du temps se branche sur l'actualité. L'actualité, c'est le discours à la nation attendu à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance. Quel discours aujourd'hui, Mamoudou Sy Albert, pour le président de la République dans un contexte si festif quand on parle du sport, par exemple? Merci pour l'invitation d'abord et bonjour aussi à M. Sarr, mon co-débatteur. Pour le discours à la nation, c'est un discours pas trop attendu parce que quand même le Sénégal fête ses 62 ans. Quand vous dites pas trop attendu, c'est-à-dire par le contenu ou bien c'est une habitude? Non, il y a un climat de relâchement social et politique. Ah oui. Le discours politique, à la limite, les Sénégalais, soit ils sont saturés par le discours politique, soit ils sont sous pression. Je ne sens pas dans l'environnement, en tout cas cette année, je sens moins d'attente par rapport au discours du président comparativement aux autres années. Aux autres années, les gens sentaient la fête se préparer. Mais là, comme il n'y aura pas vraiment une manifestation, je crois que ça pèse sur la conscience, sur l'opinion publique, qui est peut-être beaucoup plus attentive au vécu, le quotidien. Je prends le dessus sur les Sénégalais. Il y a le discours politique. Bon, évidemment, comme vous dites, quand même, la victoire des Lions, c'est un événement extraordinaire pour la jeunesse. La jeunesse peut-être attend un discours du président en direction du sport, en direction du football, en direction des grandes compétitions, des événements mondiaux. On va vers la Coupe du Monde. Je pense que là, quand même, la jeunesse aura une oreille attentive par rapport au discours de cette année dans le domaine sportif. Quelle perspective le président va ouvrir à la jeunesse, que ce soit au niveau sport, au niveau politique, au niveau éducatif. Je vois même que déjà, il a annoncé que la jeunesse est sa surpriorité. Donc ça, quand même, je pense que c'est nationale de la jeunesse. Voilà. Le discours, pas grand-chose à attendre ce soir, Mamoudou Sarr. Merci, Papa Aline. Je te remercie de l'invitation. Je voudrais tout d'abord souhaiter aux Sénégalais, aux musulmans du Sénégalais, à la Oumma islamique, un bon Ramadan Moubarak, que le bon Dieu accepte tous nos actes de dévotion durant ce mois béni. Je voudrais aussi rendre hommage à notre doyen d'âge et de métier, Mamoudou Sy Albert, qui est une référence et un repère pour nous, jeunes journalistes. Donc vraiment, je m'honore de partager ce plateau avec lui. Merci. Par rapport au discours du chef de l'État, ce discours intervient 4 mois après le discours du 31 décembre. Donc, entre-temps, moi je pense qu'il n'y a pas eu trop de changements et que le président même, voulant un peu faire du rattrapage, a initié des jokos avec Macky pour un peu faire de la proximité. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre dans ce discours? Comme l'a dit mon doyen aussi, les Sénégalais, les citoyens sont blasés par le discours politique. Parce que pendant longtemps, donc, avec ce rituel, le président Macky Sall nous a habitués un peu à des réchauffés. Parce que qu'est-ce qui se passe avec ce discours comme celui du 31 décembre? C'est un inventaire peut-être exhaustif ou non exhaustif de toutes ces réalisations. Donc il faut s'attendre à ce que dans ce discours qu'on ait un inventaire de tout ce qui a été inauguré ces dernières semaines, ces derniers mois pour un peu dire aux Sénégalais que j'ai travaillé. Mais quand on a depuis 10 ans, depuis 2012 à maintenant, il fête ses 10 ans d'accession au pouvoir,
Donc avec un budget de plus de presque 50 000 milliards, quand même, on peut se targuer de quelques réalisations. Surtout que ces dernières réalisations sont faites à coup d'emprunts que les générations futures vont rembourser. Parce que lui, ce discours aussi a une particularité, c'est son dernier discours avant 2024. Son avant-dernier discours avant 2024. Il reste 2 ans, oui. Ouais, il reste 2 ans. Donc s'il fait ce discours de cette année et celui de l'année prochaine, donc le prochain 4 avril, on suppose que c'est un nouveau président de la République qui va prononcer l'allocution. Mais en attendant, il y a le contexte social qui est en ébullition. On parle un peu de la guerre en Ukraine qui a des répercussions dans les marchés ou bien sur le marché international. Est-ce qu'également le discours social ne devrait pas prendre le dessus, quelque chose de nouveau à attendre sur le discours social, vu qu'on parle un peu de famine, de la hausse des prix des denrées alimentaires? Oui, mon cher brillant confrère Pape Aline, c'est une question pertinente, mais avec le président Macky Sall, il ne peut plus surprendre personne. Pourquoi? Parce que le président nous a habitués à des querelles intestines, des débats de bas étage, des détails. Le plus récent, c'est quand il s'attaque aux réseaux sociaux, alors que tout le monde sait que nous sommes dans un monde résolument numérique et digital. Oui. Aux influenceurs. Mais ces gens-là ont leur importance dans une société. Il faut du tout pour faire une société. Et la société sénégalaise est une société diversifiée. On a besoin de tous les acteurs. Et chacun va apporter selon ses talents. Et chaque talent selon ses mérites. Et donc, moi, je pense que le président ne peut pas monter les uns contre les autres. Et je pense que c'est ça qu'il faut un peu dénoncer par rapport à son attitude. Parce que le président nous a habitués à dénoncer, à monter les uns contre les autres. Parce qu'un manichéisme entre ceux qui sont avec lui et ceux qui ne sont pas avec lui. Alors qu'il devrait être un président au-dessus des chapelles et être à équidistance et être le père de tous les Sénégalais, comme il l'avait promis de le faire dans son serment en disant que je suis le président de tous les Sénégalais. Mais ce qu'on rencontre, c'est un président quand même qui est un président d'une partie des Sénégalais, c'est-à-dire ceux qui sont dans son parti, l'APR, et dans ceux qui sont sa coalition, Benno Bokk Yakaar. Donc un tel président, je pense que je peux t'assurer ici et maintenant qu'il y a des Sénégalais qui ne vont pas suivre ce discours. Mais parce qu'ils n'attendent rien de lui. Il n'y aura rien de nouveau. Forcément, il y a des Sénégalais qui ne suivent pas les discours des politiciens. Seriez-vous d'accord avec ce discours de Mamadou Sarr, assez radical sur la posture du président de la République, Mamadou Sy Albert? Non, on peut nuancer parce que quand même, depuis 10 ans que Macky Sall est au pouvoir, c'est la première fois qu'il est président de l'Union africaine. C'est une exception. Peut-être qu'il va terminer cette direction dans un an. Mais je pense que quand même on devrait sentir ce statut qu'il a de président de l'Union africaine. Et pourquoi pas donner à l'Afrique une importance considérable dans son discours. C'est quelque chose. On va vers une Coupe du Monde. Je suis un peu d'accord avec Sarr aussi, c'est qu'il y a une déception politique qui ne dit pas son nom. Le discours politique, il ne fait plus rêver, il ne fait plus réfléchir. On l'attend plus, le discours politique. Alors que le discours politique pour fêter une indépendance, ça devrait être normalement un discours attendu. Un marqueur. Parce que c'est 72 ans que vous êtes indépendant. Quel est le bilan que vous anniversaire. Voilà, quelle perspective vous offrez à votre jeunesse, aux femmes, quelle place du Sénégal dans l'Afrique, dans la sous-région. Normalement. Mais aujourd'hui, vous allez dans la rue, les gens qui attendent, ils ne savent même pas que le président va parler ce soir à la nation. Et pourtant, il y a des marqueurs. Par exemple, je parlais tout à l'heure du contexte socio-politique qui est en ébullition, mais également du conflit casamancé également qui se déroule actuellement. Oui, si vous voulez analyser politiquement, le président a perdu l'initiative. C'est-à-dire qu'il est à 10 ans d'exercice du pouvoir. Il est saturé. Les Sénégalais sont saturés d'un exercice du pouvoir. Et si vous regardez depuis sa réélection en 2019 jusqu'à présent, Macky Sall n'est plus le chef d'orchestre de l'activité politique. Il gère son parti, il gère sa coalition, il gère ses problèmes personnels à l'intérieur. Ce n'est plus une nation que Macky Sall gère. Il n'y a pas une initiative. Il a perdu l'initiative qu'il avait au départ.
Par exemple, entre 2012 et 2019, c'est Macky qui a l'initiative sur tous les grands chantiers politiques. Il a marqué son empreinte sur le jeu politique, sur les institutions, sur les réformes, sur l'Afrique. C'est lui le maître du jeu. Mais il a été réélu, mais vous regardez très bien, depuis 2 ans, bientôt 3 ans, actuellement, on n'a pas de Premier ministre, on n'a pas de gouvernement, on n'a pas de réponse aux grandes préoccupations des Sénégalais. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer en 2024. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de chef. Et ce chef-là, malheureusement, c'est le président, son équipe. Et bon, je disais qu'il faut nuancer la perte d'initiative, mais il a une chance encore. Parce que c'est le président de l'Union africaine, parce que le Sénégal va à une Coupe du Monde, parce que le Sénégal rêve de sortir de cette crise. Mais c'est à lui de saisir l'occasion de se faire mal pour être le chef. Les Sénégalais, ils ont besoin de voir plus clair dans 2 ans, 3 ans. Et il n'y a que Macky Sall. Il n'y a que Macky Sall qui peut aujourd'hui dessiner les contours de demain. Mais ça, c'est une grosse responsabilité. Je pense que s'il reprend l'initiative, peut-être que les Sénégalais vont prêter une oreille attentive au discours qu'il fera ce soir. L'horizon est flou d'ici 2024. Bon, j'adhère à ce qu'a dit mon doyen Mamadou Sy Albert, parce qu'un président de la République, il est attendu il est comme un guide. Bon, je ne veux pas dire prophète, mais c'est comme ça. Il doit guider sa nation. Mais aujourd'hui, comme il l'a dit, ce n'est pas un président qui guide, c'est un président qui gère le quotidien. Donc, il évacue les affaires courantes, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis attristé quand je vois la fiche d'audience du président de la République. Qui reçoit-on au palais? Des voyantes comme... Est-ce que ce n'est pas une appréciation assez des simple? saltabanques, des Est-ce que ce n'est pas trop de qualificatifs qui seraient défavorables au président de la République quand même? Oui, mais c'est son style de management. Parce que c'est un style quand même, il faut le dire, qui est décevant, qui n'a pas de la hauteur, qui n'a pas de classe. Parce que quand même, quand... Vous parlez à une institution. Oui, je parle à une institution, mais une institution aussi. Oui, c'est qu'il faut l'incarner aussi. D'où le choix des mots est important également. Oui, mais une institution, il faut la respecter, mais celui qui l'incarne aussi doit être irréprochable. Moi, c'est ce que j'attends d'un président de la République, c'est que j'attends d'un dirigeant d'institution. Et les questions de la Casamance ou les questions sociales, elles ne devraient pas être présentes dans le discours du président, parce que ce sont les 2 marqueurs du moment, si on peut dire comme ça. Les thèmes ne manquent pas, tu l'as cité. Il y a la guerre en Ukraine, il y a la question casamançaise, il y a son mandat à l'Union africaine, quand même, les questions africaines, la dette, il est là, il y a la cherté de la vie, le front social qu'il a évoqué tout à l'heure, le secteur de la santé est en grève, récemment les enseignants étaient en grève, on va bientôt l'hivernage, donc avec son lot de problèmes, les inondations, il y aura aussi la campagne agricole et tout ça, donc les thèmes ne manquent pas, mais si celui qui doit faire le discours passe sous silence les questions importantes, passe sous silence par exemple toutes les questions, toutes les attentes des Sénégalais. Par exemple, hier sur le coût de la vie, le président, en rencontrant des jeunes de la Médina, a dit qu'il ne peut rien contre la cherté du loyer, mais on ne lui demande pas ça. Ce qu'on demande, c'est de respecter un peu les lois en vigueur, appliquer la loi qui a été votée sous l'impulsion de feu Iba Der Thiam à l'Assemblée pour réduire les lois. Et c'est ce qu'on demande. Dans ce pays, c'est parce qu'un pays, d'abord, un État, c'est un État de droit, c'est un État qui respecte le droit et qui fait respecter le droit. Et c'est un État aussi où tous les citoyens sont égaux devant la loi. C'est important. L'actualité, c'est la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, en attendant un peu le discours à la nation de ce soir. La CEDEAO, la Cour de justice qui demande l'abrogation de l'arrêté Ousmane Gom. Mamadou Sy Albert, quelle analyse après cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO? Bon, je crois que c'est malheureux. C'est malheureux. Hein. C'est la énième fois que le Sénégal est rappelé à l'ordre par des institutions sous-régionales. Cet arrêté, il faudrait que le pouvoir politique quand même tire la leçon, que cet arrêté ne peut pas résister à la démocratie. Il est antidémocratique. Il est antidémocratique. Ça ne peut pas. Il n'y a pas une cour de justice qui puisse accepter cet arrêté. Il faut que le Sénégal quand même soit un peu plus grand
qu'on soit une démocratie à la hauteur de l'espérance des Sénégalais, à la hauteur de l'espérance des Africains. On ne peut pas mettre en place un arrêté qui limite les libertés des acteurs politiques, les acteurs de la société civile et même du peuple. La démocratie, c'est fondamentalement pour la population. La démocratie, c'est pas que moi j'ai le pouvoir, je l'exerce comme je l'entends. Ouais, c'est ça. Et je pense que la liberté de manifester est intégrée dans notre constitution. Rien que cet argument devrait suffire pour essayer d'abroger cet arrêté. La marche, elle est autorisée par notre constitution. Nous avons une démocratie, tout le monde est d'accord qu'il y a un modèle, il y a un esprit citoyen qui émerge au Sénégal. Mais pourquoi maintenir un arrêté qui nous ramène en arrière? Et je pense que, j'espère en tout cas que le président de la République, qui est quand même chef d'un parti politique, chef de la coalition Benno, mais chef également de la majorité politique, c'est à lui de tirer, d'autant qu'il est chef encore, président de l'Union africaine. Donc si on veut vraiment montrer qu'on est un modèle, je pense que cet arrêté-là, il faut le mettre derrière nous et penser l'avenir du Sénégal. Vous parlez un peu de cet arrêté pris par Ousmane Ngom, qui était ancien ministre de l'Intérieur sous Abdoulaye Wade. Cet arrêté avait interdit toute manifestation entre l'avenue Malick Sy et le Cap Manuel, ainsi qu'aux abords immédiats du monument de la Renaissance et devant les hôpitaux. L'abrogation de cet arrêté est-elle justifiée, Mamadou Sarr? Oui, moi je pense que quand on adhère à une organisation comme la CEDEAO, on doit en accepter en tout cas les contraintes et les devoirs. Je veux dire par là, le président, s'il lui plaît, bon, il évoque la CEDEAO par exemple pour changer nos cartes d'identité, il évoque la CEDEAO pour intervenir en Gambie, mais quand on te dit la Cour de justice de la CEDEAO prend un arrêt pour interdire le parrainage ou par exemple pour abroger l'arrêté Ousmane Ngom, par exemple les partisans du président, ils disent que on est un État souverain, on n'est pas dépendant, donc parce que ça ne peut pas prospérer, comme l'a dit mon doyen. Bon, je pense qu'un État de droit, c'est un État qui accepte d'appliquer le droit et qui accepte de se l'appliquer soi-même. Et aujourd'hui, le Sénégal est en rébellion contre la Cour de justice de la CEDEAO et je pense que c'est illégal et c'est pas acceptable et ça ne peut pas continuer. Et pourquoi cet arrêté pose problème? Bon, l'arrêté Ousmane Ngom pose problème parce que on considère que c'est un peu discriminatoire, parce que les citoyens, comme le stipule même la CEDEAO, les citoyens même de la CEDEAO ont le droit de circuler partout, à condition d'être originaire d'un pays membre de la CEDEAO. Donc, on ne peut pas interdire à des Sénégalais de pouvoir manifester, par exemple, dans mon village de Ndour et de ne pas manifester à la place de Soweto ou à la place de l'indépendance. Donc moi je pense que c'est pas acceptable dans un État qu'il y ait par exemple des zones peut-être presque privées où certains citoyens ont la possibilité de manifester là-bas et de ne pas, surtout que la zone où on dit qu'on ne peut pas manifester, c'est là où se situe le siège de certaines institutions comme le ministère de l'Intérieur et autres. Mais pour se faire entendre quand même, il faut quand même manifester devant ces institutions. En tout cas, l'opposition et les organisations des droits humains, parce que cette requête avait été portée par Amnesty International et la Ligue sénégalaise des droits humains auprès des institutions sous-régionales comme la CEDEAO. Le gouvernement actuellement entretient un silence bavard sur la question. Pensez-vous, Mamadou Sy Albert, que l'État sénégalais va se plier à la décision de la CEDEAO parce qu'il y a eu d'autres cas où le Sénégal a dignette? Non, je ne crois pas que le gouvernement recule. Le gouvernement, on le disait tout à l'heure, la majorité politique, elle est trop réactive. Ouais. Trop. Et ça, ce n'est pas un bon signe. Vous regardez une cour de justice quand même africaine à qui tous les États de notre région font confiance. Le Sénégal se singularise par son entêtement à refuser d'appliquer les recommandations d'une telle institution. Alors que nous, mais depuis qu'on est indépendant jusqu'à nos jours, le Sénégal est le seul pays qui est cité par les autres comme modèle. Nous, on ne cite aucun pays comme modèle au Sénégal. À cause de notre narcissisme étroit, on croit qu'on est supérieur à tous les pays africains.
Mais pourquoi s'entêter à persister dans l'erreur qui va montrer, vous allez voir, c'est-à-dire que sur tous les tableaux de bord, le Sénégal est en train de reculer. Et en matière de démocratie, si nous reculons, mais il est évident que nous serons au banc des accusés. Et cet entêtement-là, malheureusement, sur le plan politique, on a un parti qui est au pouvoir, on a une majorité, ils ont une chanson maintenant, que la souveraineté nationale est supérieure à la souveraineté. Autrement dit, cette décision ne va pas être appliquée par le gouvernement. Ils vont pas parce qu'il y a eu des cas comme Khalifa Sall, par exemple. Voilà, c'est ça la difficulté. Quand vous êtes au pouvoir et que vous vous entêtez dans l'erreur, mais vous ne vous rendez pas compte des conséquences ultérieures quand vous quitterez le pouvoir. En 2024, un président de la République qui arrive, il va aligner le Sénégal sur les normes de la CEDEAO. Ah oui, forcément. C'est automatique. Mais ce sera quoi? Ce sera une sanction post-gouvernance Macky Sall. Et je crois qu'il faudrait que cette majorité-là, quand même, prenne conscience que le Sénégal ne peut pas continuer à dire que sa souveraineté est supérieure à la souveraineté des institutions africaines. Ça n'a pas de sens et ça ne nous grandit pas. Les traités internationaux je pense que là, il faudrait que le président... Voilà, il faudrait que le président de la République... Bon, on espère quand même que après les législatives, que le président reprenne l'initiative pour au moins garantir la stabilité de nos institutions pendant les 2 ans à venir. Entre 2022-2024. Il a 2 ans, il a intérêt à resserrer sa gouvernance pour stabiliser les institutions, pour stabiliser les jeux politiques. Malheureusement, seul le président peut le faire. Et je pense que c'est là, pour moi, en tout cas, il est important que Macky Sall reprenne l'initiative, mais c'est important aussi que le Sénégal s'aligne sur les normes africaines. On ne peut pas évoluer à la marge de l'Afrique. C'est important, ce débat déchire de plus en plus le champ politique. Quelles conséquences pour les élections législatives à venir? Par rapport à l'arrêté, le parrainage. L'arrêté Ousmane Ngom. Bon, l'arrêté Ousmane Ngom, c'est moins peut-être... actuellement, c'est pas une très très grande urgence. La CEDEAO a donné un délai de 3 mois pour abroger ce truc. J'espère que l'État va se conformer à cette injonction de la CEDEAO. Comme je le répète encore, un État de droit, c'est un État qui respecte le droit et qui s'applique le droit aussi. Ce parallélisme des formes, la Cour européenne des droits de l'homme, s'il condamne un pays membre, mais ce pays-là l'applique. Parce que ça, c'est les règles du jeu. On se les volontairement choisis. Donc, on ne peut pas, par exemple, jouer un match de football, il y a penalty, tu dis que non, je n'accepte pas qu'on tire le penalty. Donc, ça, c'est bon, c'est un point noir qu'il faudra effacer. Ah oui, qu'il faudra effacer, parce que quand même, notre pays est signataire, fondateur même de la CEDEAO, de toutes ces organisations d'intégration. Donc, le Sénégal a été un modèle, un leader. Donc, le Sénégal, aujourd'hui, comme l'a dit le douanier, ne peut pas être en marge de ces institutions. Par rapport au parrainage, moi, je pense que l'opposition, par principe, a combattu le parrainage, mais ce sent qu'aujourd'hui, il ne peut pas, en tout cas, contraindre l'État à ne pas appliquer le parrainage. Aujourd'hui, je pense que récemment, la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi a retiré les fiches de parrainage et même a désigné dans les 14 régions et dans la diaspora des responsables qui vont superviser ces opérations de collecte de parrainage, mais tout en sachant que c'est injuste. Et donc cette loi-là, moi je pense que qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Parce qu'on a eu une élection législative en 2017 organisée par un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Abdoulaye Daouda Diallo, et avec la bénédiction du président, on a donné la caution à des listes parallèles en pagaille. On a même donné des cautions à des animateurs de télévision. Vous avez des preuves de ce que vous dites? J'ai les preuves de ce que j'ai dit, parce que 47%, les 47 listes qui étaient qui avaient participé à ces législatives, après les résultats, ils ont dit que nous sommes contents parce que le camp que nous soutenions a gagné. Eux, ils ne voulaient pas gagner, mais ils voulaient juste semer la pagaille et ils ont obtenu gain de cause. Certains de ces candidats aux législatives tête de liste, après, ont été récompensés comme ministres conseillers. C'est votre point de vue. Oui, c'est mon point de vue et je l'applique parce que je suis journaliste, c'est factuel. C'est les faits.
Voilà. Et tous les Sénégalais peuvent en juger. Restons sur ce point d'achoppement entre l'opposition et le pouvoir, c'est la question du parrainage. Nous parlions tout à l'heure de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui avait condamné l'État sénégalais sur le parrainage. C'était au mois d'avril 2021 et la Cour, je cite, avait dit que le parrainage constitue un véritable obstacle à la liberté et au secret de l'exercice du droit de vote, d'une part, et une sérieuse atteinte au droit de participer aux élections en tant que candidat, d'autre part. Fin de citation. Un an après, la question est toujours là, Mamadou Sy Albert. Oui, c'est malheureux. On parlait tout à l'heure de l'arrêté de Ousmane Ngom. Bon, le parrainage, la question est là depuis 2019. Le gouvernement et la majorité politique s'entêtent à maintenir un système, le parrainage. À quelle fin? Mais c'est le jeu politicien, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça le jeu que Macky Sall a instauré. Alors, on a un pouvoir qui est arrivé de manière démocratique, qui est légitime, c'est ça. et qui a dépouillé la démocratie sénégalaise. Mais comme ça. Parce que tu es majoritaire, tu fais ce que tu veux. Mais le parrainage, en 2012, Wade l'aurait souhaité, personne ne l'aurait accepté. C'est ça. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes une majorité mécanique, vous avez votre assemblée, vous faites ce que vous voulez. Le jeu politique... Parce que ça a été supprimé pour les élections locales, ensuite rétabli pour les élections législatives. Normalement, avec cette pression des institutions africaines, mais le président de la République devrait suspendre le parrainage. C'est le bon sens. C'est ça. Vous êtes au local, il n'y a pas de parrainage, vous allez au législatif, toute l'opposition se braque contre vous. Mais le bon sens voudrait que Macky Sall suspende au moins le parrainage et qu'il engage la réflexion. C'est ça. Sur comment consolider le système politique sénégalais. Je pense que c'est la véritable question que Macky Sall doit engager. Bon, maintenant, s'il reste dans le jeu politicien, c'est vrai que l'opposition va aller au législatif. Ah oui, c'est clair. Mais si l'opposition gagne les législatives, ça va être une double défaite du président de la République. Il s'est entêté pour maintenir le parrainage et le peuple sénégalais va le sanctionner pour cette raison-là. Ah oui, forcément. Ouais, parce que et je pense que c'est vraiment de l'intelligence, comme je le disais tout à l'heure. Il faut qu'il soit beaucoup plus intelligent, qu'il prenne beaucoup plus d'initiatives pour stabiliser notre pays. Le parrainage n'a pas sa raison d'être pour les élections législatives. Encore moins pour la présidentielle, il faut engager une véritable réflexion avec tous les acteurs politiques. Et pourquoi rétablir, Mamadou Sarr, le parrainage pour les élections législatives et pas pour les élections locales? Pourquoi? L'État craint une pléthore de candidats ou pas? Je pense que c'est un faux alibi, c'est un faux prétexte. De mon point de vue, Alioune, je vais te dire ce que je pense. Je pense que le Sénégal vit une gueule de bois démocratique depuis 2012. Parce qu'en 2012, on avait le code Kebambaye, code consensuel, qui a permis 2 alternances. Donc, c'est un code efficace. Et en plus légitime et consensuel. Tous les acteurs étaient d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Dès que Macky Sall a été élu démocratiquement avec 65% en 2012, il a détricoté ce code. Ce code, on n'en parle plus parce qu'il a été jeté à la poubelle. Ça n'existe plus. Alors que, regarde les grandes démocraties, les règles d'accession et d'évolution du pouvoir doivent être stabilisées dans le marbre. Personne n'a le droit de les saccager. Et je pense que depuis 2012, ce qu'on a constaté, c'est que les règles d'évolution démocratique au poste électif ont été saccagées. Donc on a mis le parrainage, on a introduit des lois suspendant par exemple un électeur, c'est quelqu'un qui est condamné de ne plus pouvoir être électeur, même si... Vous parliez du cas Khalifa Sall. Exactement, vous avez tout compris. Donc tout ça a été introduit de manière, de manière pernicieuse dans le code électoral. Et aujourd'hui, ce que nous avons, on ne sait pas. Aujourd'hui, on est obligé, le peuple sénégalais doit se battre pour qu'on retrouve déjà le code consensuel et que moi pense que, comme l'a dit le doyen, la responsabilité de Macky Sall était de moraliser la vie politique, mais aussi de nous faire des avancées démocratiques. Tout ça, on ne l'a pas obtenu. Et deuxièmement, moi, je souhaite que, avant qu'il ne quitte le pouvoir en 2024, je pense que, en 2012, qu'est-ce qu'on avait? On avait un ministère de l'Intérieur et un ministère
des élections. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, le Sénat, tous ces organes de régulation, aujourd'hui, le CNRA et tout ça sont contestés. Et c'est des acteurs du jeu politique. Je pense que déjà, ceux qui dirigent ces organes, la Sénat, le CNRA, c'est des retraités, c'est des gens... C'est un journaliste qui parle ou un opposant? Non, c'est un journaliste qui parle. Moi, je n'ai pas de carte politique. Parle. Bon, moi, je dis souvent que je n'ai pas de carte politique. Pour mais moi, j'aime le Sénégal. C'est important également. C'est un journaliste qui parle. C'est un journaliste indépendant et neutre, objectif et professionnel qui vous parle. Mais ce que je constate vraiment, je ne suis pas d'accord et je l'exprime haut et fort. On va aller aux élections législatives avec des contestations et manifestations en perspective, Mamadou Sy Albert, avec ces dissensions un peu, ces dissensus dans le champ politique concernant la loi sur le parrainage et l'arrêté Ousmane Ngom. Oui, je pense que c'est dommage. C'est dommage que on aurait pu, par exemple, vraiment marquer un coup d'arrêt après les locales. Alors, si vous regardez l'engouement qu'il y a eu, la démonstration des électeurs, que les Sénégalais ont démontré qu'ils croyaient à la démocratie, ils ont voté de manière libre et démocratique. Mais pourquoi 2 mois après, on retourne dans l'instabilité? Ah oui, c'est ça. Donc on est en train de... C'est le pouvoir lui-même qui est en train de jeter les bases de l'instabilité. La tension aussi dans l'air. Alors que le ministre de l'Intérieur, il aurait pu convoquer quand même des discussions autour du parrainage. Le président de la République, s'il avait suggéré, simplement, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui ont suggéré la suspension. Après le local, il aurait rencontré tous les partis politiques. S'il avait décidé, je suspends, mais ça allait apaiser le jeu politique. Mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une épreuve de force qui ne dit pas ça. Que le pouvoir n'entend pas perdre les élections législatives. Donc la menace du parrainage est là, l'arrêté d'Ousmane Ngom sera là, le renforcement de la sécurité à l'échelle du pays. Tout le monde sait aussi que le problème de l'administration locale, ça va se reposer aux élections législatives. Donc on est, si vous voulez, dans une situation d'instabilité. Et de tension. De tension. Il faut espérer quand même, à mon avis, je ne désespère pas, les Sénégalais, quel que soit le contexte, ils vont aller encore voter aux élections législatives et ils vont faire ils vont démontrer aux acteurs politiques qui ne sont pas là pour subir le jeu politique. L'initiative citoyenne, je pense que ça risque de surprendre beaucoup et le pouvoir et les acteurs politiques. Et on l'a vu dans des épisodes, il y avait beaucoup de tensions, mais le peuple sénégalais a été mature, voté, travaillé le lendemain. L'opposition veut une cohabitation, quand on parle un peu des élections législatives. Le pouvoir, une razzia. Les yeux sont-ils ouverts pour ces élections législatives, Mamadou Sarr? Ah oui, bien sûr, les yeux sont très ouverts. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au regard des élections locales de janvier dernier, on peut espérer que l'opposition fera encore une percée lors des législatives. Ça, c'est indéniable. Parce que si l'opposition reprend les zones où il a gagné, par exemple, déjà, ça lui fait en moyenne, pour l'instant, environ près de 40 à 50 députés. Et si aujourd'hui... les élections locales et élections législatives sont différentes. Oui, mais les votants, les électeurs sont là. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire un vote en janvier et après, 1 mois après, ne pas voter pour, en tout cas, la coalition pour laquelle on a voté lors des locales. Moi, je pense que aussi avec toutes les tensions, avec toutes les préoccupations qu'il y a sur la table, moi, je pense que la coalition aussi présidentielle, la mouvance présidentielle est en perte de vitesse parce que d'après certains résultats, la mouvance présidentielle dit qu'il a gagné à 80%, mais l'opposition dit que de 58% en 2019, Macky Sall et sa coalition est passée aujourd'hui à 41%. Donc moi je pense que c'est dans une tendance dynamique régressive que se situe la coalition Benno Yakar. Donc on peut espérer même que lors des législatives, ils vont descendre sous la barre des 30%. C'est ce que j'espère moi, et que par rapport à tout ce qui les justifie, c'est que malgré en tout cas les inaugurations, malgré aussi la victoire des Lions, malgré tout ce qu'on pense, mais aujourd'hui le niveau de vie des Sénégalais a carrément régressé. C'est ça aussi la réalité, parce que toutes ces infrastructures coûteuses, honorifiques, profitent qu'à
petite minorité, par exemple. Le terre, aujourd'hui, ne profite pas au monde rural. Donc, les ruraux, aujourd'hui, ils ont des préoccupations. Mais ça profite aux citoyens, quand même. Oui, mais à une petite partie des citoyens. C'est comme quand je te dis la masse salariale aujourd'hui. Les fonctionnaires, ils font même pas 5% de la population. Et c'est pourtant, ils bouffent plus de 1000 milliards par année. Et donc, les autres millions de Sénégalais, ils vivent de quoi? Ils vivent voilà, au quotidien de petits boulots, du secteur informel, de l'agriculture, etc. Donc, c'est la même chose. Parce que c'est des infrastructures qui ont été faites dans des zones urbaine, notamment la ville de Dakar, qui concentre tous ces investissements onéreux. On reste un peu sur les élections législatives. Est-ce que le Sénégal peut aboutir à une cohabitation à l'Assemblée nationale? Oui, c'est une hypothèse, en tout cas à la lumière des résultats des élections locales. La majorité est en mauvaise posture dans les grandes villes. La majorité n'a pas encore retrouvé son élan d'avant la défaite des locales. Donc ça, je pense que objectivement, la tendance n'est pas favorable à la majorité et la coalition Yewwi Askan est sur une bonne dynamique. Ouais. Hein. Ça peut surprendre. Le pouvoir peut être surpris. Je pense en tout cas dans les grandes villes. Si les législatives confirment les résultats des locales, je ne pense pas que la majorité puisse encore préserver le contrôle de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée risque de basculer dans les bras de l'opposition. Et ça, bon, ce serait naturel, hein, ce serait un résultat naturel de l'évolution du politique du Sénégal. Parce que la majorité a trop fait d'erreurs. Trop. Et en l'espace de 2-3 ans, vous perdez l'initiative, vous n'arrivez pas à régler les grandes questions sociales et économiques. Mais vous êtes en fin de règne, qu'on le dise ou non, les Sénégalais, ils aspirent à un changement. Ouais, c'est ça. Ils l'ont montré au local. Si ça se confirme aux législatives, mais ça voudra dire qu'en 2024, que vraiment c'est possible qu'il y ait une alternance au sommet du pouvoir. Duel à distance à suivre entre l'opposition et le pouvoir, duel à distance également entre le CNRA et 10 médias, pas de signaux pour Sen-TV et Zik FM. Pendant 72 heures, la synthèse du communiqué du CNRA, c'est avec Cheikh Diop. La régulation de l'audiovisuel a mis ses menaces à exécution. Les signaux de la Sen-TV et de la Zik FM sont suspendus pour 72 heures à partir de ce jeudi au dimanche 3 avril. Le CNRA agit en conséquence des mises en demeure servies au groupe des médias le 14 mars dernier pour manquement à la réglementation. En clair, il est reproché au nouveau maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, membre de l'opposition et employé de des médias, dans sa revue des titres de s'attaquer à ses adversaires politiques et d'en profiter pour défendre son bord. C'est à travers sa page Facebook que le PDG du groupe des médias, Bougane Gueye Dany, a réagi, affirmant être surpris de cette décision non motivée, abusive et donc infondée. Fin de citation. Il fait également appel à l'article 12 du Code de la presse pour défendre la liberté d'information et les droits de ses employés. C'est ainsi que ce 31 mars, à travers un communiqué, le Conseil affirme avoir constaté une récidive de la part du groupe en question et menace même d'alourdir les sanctions si de telles pratiques perdurent. Le Cheikh Diop, pour la synthèse de ce communiqué, le communiqué du CNRA qui coupe les signaux de Sen-TV et Zik FM en cause un maire qui fait des revues de titres. En tant que journaliste, Mamadou Sarr, comment analysez-vous ce différend? Bon, je trouve que c'est un différend regrettable. Moi, je le mets dos à dos. Hein. Bon, moi, je pense que le CNRA aussi, c'est vrai, c'est le gendarme de l'audiovisuel sénégalais, comme on l'appelle, mais le gendarme aussi doit être un peu diplomate, quoi. Parce que moi, je pense que cette affaire pouvait être réglée autrement que par cette méthode presque éculée, dépassée, parce que c'est presque de la censure, quoi. De l'autre côté aussi, moi je ne comprends pas que Ahmed Aïdara, son entêtement à vouloir continuer à faire aussi des revues de presse, parce que c'est illégal. Le journaliste est incompatible avec la gestion d'une grande ville comme Guédiawaye. Moi je pense que dès lors qu'il a été élu, et même avant qu'il ne soit élu, il devait se décider et
pour moi, Ahmed Aïdara doit démissionner, mais bon, c'était pas dans le rôle ou dans le cahier de charge du CNRA aussi de prendre une telle sanction contre un organe de presse comme... Vous le pensez? Oui, je le pense, oui. Je pense qu'Ahmed Aïdara doit quitter ses fonctions à des médias et s'occuper de sa mairie, parce que quand même, c'est lui qui a demandé le suffrage des habitants, des citoyens de Guédiawaye, quand même. Il doit s'occuper de leurs préoccupations au quotidien. Et je pense que, pour moi, la fonction de maire, c'est une gestion de proximité. Tu dois être là 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7 et 12 mois sur 12. Moi, je pense qu'on n'a pas le temps à faire autre chose. Donc Ahmed, il doit quitter, mais le CNRA aussi doit rétablir le signal des médias et de Zik FM. Mamadou Sy Albert, vous êtes formateur. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas mélange des genres, maire et journaliste qui fait des revues de titres? Non, je crois que le conseil s'est mal pris dans une affaire très délicate. Ouais, très délicate. Ahmed Aïdara est journaliste, il est une des figures de proue des médias. C'est le journaliste qui a marqué de son empreinte ce groupe-là. Il est entré par effraction dans la politique. Oui, c'est ça. Et s'il n'avait pas gagné, on n'aurait pas parlé de sa revue de presse. Mais forcément, mais est-ce qu'on peut être maire et faire également des revues de titres? C'est la grande question. Mais c'est un choix. On risque d'être jugé par qui? C'est un choix personnel. C'est un choix personnel, mais tout le monde sait que le journalisme est également, je vous c'est l'apprends l'impartialité. pas. Oui, exactement. Le journalisme obéit obéit également aussi, à des règles. Je vous le dis, surtout, professeur. Oui, mais je veux dire que, par exemple, s'il était rédacteur en chef, ou s'il était directeur, ou s'il était un responsable des médias, ça ce serait immédiatement incompatible avec la fonction de maire. Parce que vous avez deux images d'institution. L'institution médiatique et l'institution municipale. Vous devez choisir si vous êtes dans la logique de l'image. Que le journaliste, il ne doit pas renvoyer deux images aussi floues. Mais là, on n'est pas à ce niveau-là. L'image n'est pas floue actuellement. Non. Parce être maire et faire des revues de titres, tant qu'il reste journaliste. C'est-à-dire C'est-à-dire que il ne faut pas insulter l'avenir. Ahmed peut être maire. Il accepte par exemple de démissionner. Oui. Mais qui nous dit qu'Ahmed ne va pas créer un média dans 2 ans, dans 3 ans, en tant que maire? Est-ce qu'il n'y a pas des maires qui ont créé des groupes de presse? Mais il ne peut pas y travailler aussi. C'est ça. Même voilà, crée son donc problème. le problème, le problème est délicat. C'est lui qui doit décider. Ah oui, mais il y a des règles et règlements qui sont là. Si on accepte... mais quand on aime Ahmed aussi, on doit lui dire la vérité. La vérité, c'est qu'il doit quitter. Je ne crois pas que la loi qui régit la profession interdise à un journaliste d'être maire et journaliste. Donc un ministre peut également venir faire sa revue de titres. Mais bien sûr. Mais là, je suis objection. Parce qu'Ahmed, aujourd'hui, il ne peut plus faire de publicité. Parce que c'est ce qu'on appelle en journalisme aussi. Même le journaliste professionnel, il ne peut pas faire de la publicité. Là, on est d'accord. Et Ahmed aussi, aujourd'hui, il ne peut pas continuer à être maire et faire des publicités pour des marques, quoi. Ça, ça brouille l'image aussi. Ça dépend. Et même si, par exemple, un exemple terre à terre, on est en cas d'école. Si un journal publie une information sur Ahmed Aïdara et Ahmed Aïdara est obligé de commander l'actualité qui porte son nom, comment définir un peu... Ou sa coalition Yewwi Askan Wi aussi. Il va le passer tout seul. Non, entendons-nous bien. Entendons-nous bien. La revue de presse, c'est pas personnel. Oui. Tu ne dois pas régler des comptes dans la revue de presse. C'est là le problème particulier de Ahmed. C'est ça. C'est-à-dire quand on te reproche d'utiliser ta posture médiatique pour défendre ton projet, pour lutter contre un pouvoir, là, c'est absolument incorrect de la part du journaliste. Quel que soit le journaliste, personne n'a le droit d'utiliser son média pour combattre quelqu'un d'autre. C'est pas le but d'un média, quand même. Ça, c'est interdit par notre déontologie, par l'éthique, mais même la responsabilité citoyenne simple. Tu ne peux pas utiliser une posture. Mais sinon, on n'aurait pas critiqué Macky Sall. Quand on critique Macky Sall, Macky Sall, il a tous les droits. Mais pour trancher, Mamadou Sy Albert, est-ce que être journaliste et maire vont de pair? Non, pour moi, c'est des choix personnels. Vraiment, il n'y a pas une loi. Moi, je pense que mais par exemple, ils l'ont dit,
Racine Talla, il est journaliste, Oui. il est maire, il est DG. Yakham Mbaye, il est DG. C'est le communiqué d'ailleurs du Synpics qui demande un traitement Mais- médiatique Mais donc, équitable il faut pas réduire l'affaire à mettre. Ah oui, Non, non, Il faut élargir Oui. pour voir quelle est la solution. Pour moi, la solution immédiate, si Ahmed Aïdara avait décidé de lui-même, j'arrête la revue de presse, je vais me consacrer. Ça, c'est légitime. Oui, C'est ça qu'on attend de lui. De lui, oui, de se consacrer. Mais En tout cas- s'il ne le fait pas, il n'y a pas une loi qui puisse l'obliger à se retirer. Il n'y en a pas. Est-ce que le journalisme également est un métier à part, l'impartialité, l'objectivité? Est-ce que ces deux leviers-là vont de pair avec l'action politique qui est subjective et partiale, Mamadou Sarr? Non, moi je pense que tu l'as posé dans l'exemple que tu as donné tout à l'heure. Si un cas traité dans un média, dans les quotidiens, concernait Ahmed personnellement ou sa coalition YUSKNU, comment il va faire la revue de presse? Mais je pense que dans ce cas, tout le monde sait qu'il va s'auto-censurer, il ne va pas en parler. Je pense que dès lors qu'il le fait, je pense qu'il est en train de perdre sa neutralité et son équilibre. Bon, l'objectivité, c'est ce qui est recherché, mais on ne peut pas nous voir, mais on peut être équilibré. Mais quand même, tout le monde sait que aussi ça, c'est un reproche que tout le monde fait à Ahmed. Ahmed, il fait beaucoup de hors-sujet. Moi, je pense que aussi depuis longtemps, peut-être, on l'a laissé faire, mais Ahmed ne fait pas de revue de presse, il fait des bévues de presse. Et je pense qu'il n'est pas le seul, parce qu'il sort de ce que écrivent les médias et pour nous faire dire autre chose de ce qu'il pense lui-même. Bon, parce que la manière dont il fait chuter ses papiers ou ses revues de presse, tout le monde sait que ça n'a rien à voir avec ce qui a été écrit dans les quotidiens du jour qu'il a lus. Et surtout pour le corps du journalisme qui milite pour que le métier soit respecté, soit encadré avec la carte nationale de la presse et le code de la presse. On va finir avec des notes positives, on va finir par du sport, il ne reste que 3 minutes. Le tirage au sort des lions connus, le Sénégal, le Qatar, l'Équateur et les Pays-Bas, une poule qui est jouable. Mamadou Silba, Albert, pour terminer l'ère du temps. Oui, je crois que c'est une chance pour le Sénégal parce que quand même, à part les Pays-Bas, le Sénégal peut s'en sortir, peut s'en sortir et même, pourquoi pas, aller plus loin que l'écart. Je crois que c'est une chance, c'est vraiment une chance pour Aliou Cissé. C'est une chance pour les joueurs, c'est des pays qu'on connaît, c'est des pays qu'on fréquente et Aliou a vraiment les armes pour mieux préparer le Sénégal dans cette poule qui est à sa portée. Je crois que quand même, le Sénégal peut aller très 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 loin à la prochaine Coupe du Monde. On peut faire plus que 2002, 10 ans après, l'épopée. Ça peut se terminer par une coupe. Ah oui, c'est ce qu'on souhaite, vraiment, qu'on gagne tous nos 7 matchs pour jouer la finale, je crois, en décembre et ramener le trophée ici. Et je pense qu'on peut le faire parce que quand même, on a une génération dorée. Donc, qui nous a valu ce bonheur le 6 février dernier en remportant la Coupe au Cameroun. Et cette génération, quand même, je pense que l'effectif qui le compose, les joueurs jouent dans les plus grands clubs de ce monde. On a le meilleur joueur du monde aujourd'hui, Sadio Mané, le meilleur gardien du monde. Moi, je pense qu'on peut faire plus que 2002 et même aller soit, si nous ne gagnons pas la Coupe, au minimum aller en finale ou en demi-finale. Moi, je pense que la poule dans laquelle nous sommes, je pense qu'on peut même terminer premier et peut-être, je pense que si on sort de cette poule-là, je pense que les matchs à éliminatoires directs seront beaucoup plus à notre portée parce qu'on a un effectif de qualité avec des joueurs très physiques. Moi, je pense que la manière de jouer de l'équipe du Sénégal aujourd'hui fait peur au monde entier. Rendez-vous novembre au Qatar pour la Coupe du Monde. Le Sénégal y sera. Il est dans la poule A, le Sénégal, l'Équateur, les Pays-Bas, mais également le Qatar. 10h59, c'est la fin de l'émission L'Air du Temps. L'Air du Temps qui recevait Mamadou Sy Albert, journaliste et analyste politique, et Mamadou Sarr, journaliste, grand reporter au journal L'Info et directeur de publication du site toutinfo.net. Messieurs, merci d'être là. Merci de partager ce rendez-vous dominical qui passe à la loupe l'actualité de la semaine, à la technique, merci comme dans le digital. Biran Cissé, l'ambidestre. Devant ce micro, Papa Alioune Sarr. À 11h, le flash d'info. 11h05, le jury du dimanche, Antoine Diouf qui reçoit Maître Amadou Sall. Moi, je vous donne rendez-vous à 16h sur ITV avec Belline qui reçoit le prix Goncourt, Mohamed Bougarsar. Bonne suite des programmes sur iRadio.
nan gilor yo i radio munu mbag na def na Sénégal na fréquence